1939. Le réalisateur Victor Fleming, en plein tournage d'Autant n'emporte le vent, s'apprête à tourner la scène historique du fameux incendie d'Atlanta. Une scène spectaculaire, et surtout, vu l'ampleur, il ne faut surtout pas se louper. Et pour avoir assez de combustible, l'équipe récupère les vieux décors inutilisés qui traînent dans le studio MGM, dont ceux du King Kong de 1933. Le King Kong, le document historique, l'archive, l'objet de culte. Aujourd'hui, ça paraît fou, mais à l'époque, pourquoi faire un cas de conscience avec ces machins qui encombrent ? Au mieux, on peut les recycler, et d'ailleurs, les décors de King Kong étaient déjà eux-mêmes en partie recyclés du film The King of Kings de 1927. Oh, c'est une vraie chance, quel beau décor! Rien ne se crée, rien ne se perd, tout crame. À l'époque, les films eux-mêmes sont souvent bazardés après leur exploitation en salle. On détruit, on jette ou on recycle la pellicule au lieu de la laisser prendre la poussière des studios. Pourquoi conserver, après tout? Ça coûte du pognon. C'est pas comme si ces films allaient avoir une seconde vie, qu'on allait les ressortir. Et surtout, c'est pas comme si le cinéma, c'était une vraie forme d'art, hein? Et action. Nous sommes dans le musée Cinéma et Miniature de Lyon. Un musée fondé en 2005 par l'artiste Dan Holman dans la vieille ville. Consacré aux accessoires, aux maquettes, au maquillage FX, ou encore aux animatroniques. Bref, un vrai fantasme de cinéma. Le musée a récemment été repris par Julien Dumont, ce monsieur, producteur et spécialiste des effets spéciaux. Et au fil du temps, l'endroit s'est mis à fourmiller de plus en plus d'objets étonnants, issus de toutes sortes de productions, dont sa fameuse star, la Reine Alien. Si vous avez entendu parler du musée, vous avez forcément entendu parler de la Reine Alien. Une pièce impressionnante acquise en 2012. Et bon, direct on pense aux Aliens de James Cameron. Elle doit forcément venir de là. Ne la touche pas, sale... Sauf qu'une Reine Alien peut en cacher une autre. C'est celle d'Aliens versus Predator. Niveau film, ok, on perd au change. Niveau relique, pas du tout. Ce qui est génial avec la Reine Alien, c'est que c'est la seule Reine Alien qui a tourné dans un film qui est encore en état. Celle d'Aliens de Cameron a été complètement détruite. Celle de Résurrection, t'avais juste la tête en fait. Et donc celle d'AVP, c'était la plus complète. Après le tournage, ADI a récupéré tous les moteurs hydrauliques, toute l'ingénierie en fait à l'intérieur de la Reine. Il restait encore toute la mécanique dans la tête, dans certaines parties des bras, mais le corps en lui-même était vide, donc on a dû tout restaurer et tout réintégrer en fait au sein du musée. Donc c'était un gros chantier. On dit souvent que la caméra immortalise ce qui se trouve devant elle. Mais le fait est que le cinéma n'est pas conçu pour le temps long. Il ne l'a jamais été. Avant tout, c'est une industrie de flux qui tente de capter notre attention toujours plus volatile. Pour alimenter ce flux, il faut des films, et pour alimenter les films, il faut créer en quatrième vitesse toujours plus de prothèses, de costumes, de décors, de textures, laissant derrière un océan de matière dont on se demande assez rarement ce qu'elles deviennent après les tournages. En fait, si tu veux, un film génère tellement d'objets, tellement, que ce soit du décor, du costume, du prop, parce que c'est ingérable pour n'importe quel studio dans le monde de tout garder. Donc, tout est plus ou moins jeté, détruit, donné, récupéré par les techniciens ou réutilisé. Et c'est vrai que tu vois Starship Troopers, les tenues de Starship Troopers, tu retrouves le même casque en bleu dans les flics singes de la planète des singes de Tim Burton. Donc tu dis, c'est marrant, tu te doutes que sur Starship Troopers, ils en ont fait 800, des armures, et puis là, ils en ont peut-être gardé 10, puis ça a été réutilisé. Très souvent, les studios réutilisent. Pour la petite histoire, niveau recyclage, on a quelques exemples assez marrants. Le gun de Terminator 2, par exemple, c'est celui de Jesse Ventura dans Predator. Les yeux du Crypt Keeper, le présentateur des contes de la crypte, ce sont les yeux de Chucky dans le premier volet de la saga. Hey, ça s'invente pas. Ou encore, vous voyez ce bidule utilisé par les militaires dans Invasion Los Angeles de Carpenter? Ça vous dit rien? Tout ça, c'est une industrie. Donc s'il y a moyen de recycler, de moins dépenser, bien sûr, ça va recycler. Ceci étant dit, parce qu'il faut bien un peu de suspense dans ce script, ceci étant dit, comme l'a dit Julien, le flow est tel que dans la majorité des cas, ça bazarde. Il faut comprendre que ces objets ne sont pas une fin en soi. Ils sont faits pour exister à un instant T, pour servir à un projet plus grand. Et pendant longtemps, la question de la suite, pour eux, ne s'est jamais vraiment posée. Contrairement à des œuvres classiques, ces créations sont utiles. Du coup, elles perdent un peu en mystique. Et souvent, les artistes eux-mêmes font assez peu de cas de leur propre travail.
Mais c'est ça qui est paradoxal aussi, c'est parce que tu me disais dans ce que tu confectionnes, même toi, tu penses pas du tout au long terme. Non. Tu confectionnes et tu fais bon, bah, c'est fini, c'est fini. C'est Limite, ça. Quand ça vient de quelqu'un d'autre, on n'a pas le même regard. Moi, quand je fabrique des trucs, soit pour Joueurs du Grenier ou bien vous, je suis totalement détaché parce que c'est moi qui l'ai fait. Des fois, tu vois, j'en chie. Ou des fois, il y a des trucs que je peux plus voir parce que j'ai passé trop de temps dessus ou que ça n'a pas marché comme je voulais. Et pourtant, le spectateur, lui, il va devenir complètement fou en le voyant, en disant « Ah, c'est génial et tout ». Et par exemple, tu as plein de constructeurs, maquilleurs ou maquettistes qui vont foutre à la poubelle des masques, des prothèses, des maquettes à la poubelle, sans recul, parce que pour eux, c'est quelque chose de courant, tu vois. Il n'y a pas le côté « waouh ». Lui, ce n'est pas un membre du musée, c'est Romain Oulès, un maquilleur FX d'exception, créateur de monstres, dont vous pouvez admirer le travail sur sa chaîne YouTube. Vraiment foncé. Et forcément, le côté éphémère des objets de cinéma, Romain, il connaît. Tu vois, le latex, c'est un produit qui ne traverse pas le temps. C'est-à-dire en 20-30 ans, c'est comme l'eau, il n'y en aura plus. Du coup, ça tombe en lambeaux, le latex continue de sécher en permanence, il se durcit, il s'effrite, et c'est fini, c'est chaud à préserver. Heureusement, du coup, qu'ils sont là, les gars. Au sein du musée, on a la même méthodologie et la même technique que n'importe quel autre musée, avec des règles de restauration très précises. Tu veux, on restaure autant un Gremlins de la même manière qu'on va restaurer une poterie du IIe siècle. Tout est pareil, il n'y a pas de différence. La démarche est la même, on conserve toutes les origines, on conserve les objets. On a des techniques qu'on met au point parce que, à la différence des poteries ou des masques égyptiens, personne ne fait ce qu'on fait quasiment. Donc c'est des techniques qu'on apprend et qu'on fait évoluer en fait sur la restauration. Mais si c'est dans l'ADN du cinéma d'être éphémère, pourquoi sauvegarder tout ça ? Voici le fameux hoverboard de Retour vers le futur. Tout beau, tout rutilant, exactement conforme à nos souvenirs, ou presque. Hoverboard. Cette planche rose, c'est l'intégrale de la culture geek. Vous savez, ce mot qui veut plus rien dire. Et à votre avis, ce hoverboard, il a sa place dans un musée ? Et si c'est le cas, pourquoi ? Est-ce que c'est parce que le film est devenu culte ? Qu'il est assez vieux pour donner à ce skate du futur du passé une aura spéciale ? Ou est-ce que ce qui compte, c'est la qualité de l'objet lui-même ? Pas évident, hein ? Pas évident du tout. Le cinéma, c'est encore un bébé. À peine 130 ans, c'est rien. Un bébé qui doit encore prouver qu'il est parfois capable d'être une forme d'art. Mais la patine du temps commence petit à petit à faire son effet. Bah ouais, dans nos esprits, si c'est vieux, c'est respectable, non ? Les choses ont la valeur qu'on veut bien leur accorder. Les productions sont totalement conscientes aujourd'hui de ce que coûte aux yeux du public une prothèse, une props de cinéma. Tu as des sites d'enchères qui sont fournis directement par les studios. Donc tu as des objets qui n'ont même pas servi à l'écran. On va démouler par exemple une main de loup-garou. Et ben, si elle passe pas, si elle est nue ou qu'il y a des bulles, elle n'est pas utilisée, mais elle n'est pas jetée pour autant. Elle est envoyée au studio et le studio met tout aux enchères pour rentabiliser. Tout ce qui est estampillé par un grand nom du maquillage, comme Rick Baker, Steve Wong, etc., ça tu peux être sûr que c'est des œuvres d'art et les studios ils ont totalement conscience de ce que ça vaut. On parle même plus d'outils cinématographiques, on parle vraiment de mouvements artistiques. Là on achète une œuvre d'art. This time around they built it for real. So before, all of these hobbit holes were built using polystyrene. When the filming was finished, they tore it all down. Doing The Hobbit now, it gave us the ability to rebuild Hobbiton out of permanent materials. Materials that aren't going to deteriorate, and we can carry on showing people what's involved in making a movie, behind the scenes. It's pretty amazing. Quelque chose, depuis quelques années, est en train d'évoluer. Il y a une prise de conscience actuelle de l'art narratif, ce que c'est, et de l'importance qu'on a dans notre quotidien et dans l'art tout court en fait. Il n'y a pas beaucoup de domaines
voire quasiment pas, hein, dans le monde où tu as tous ces talents qui se réunissent sur une très courte période. Tu as quand même des ingénieurs, des sculpteurs, des artistes, des peintres, des designers, et qui vont créer quelque chose d'incroyable. Et on dit toujours dans les effets spéciaux, il faut que le prototype soit parfait, ce qui n'existe nulle part. Je veux dire, Stan Winston, quand il fait son T-Rex, il doit fonctionner le jour du tournage. Alors il fonctionnait plus ou moins dans Jurassic Park, mais il doit fonctionner. T'as pas de possibilité que ça merde en fait. C'est important de se dire que c'est pas juste des saltimbanques dans le cinéma, c'est pas juste des marginaux, c'est vraiment une sorte de meilleurs un peu qui se réunissent dans tout leur domaine et qui font ce travail de dingue en fait. Et cette nouvelle importance donnée à toutes ces reliques, au fait que tout ça perdure, on pourrait dire que ça date grosso modo des années 2000, quand la vague internet naissante a érigé la pop culture en objet de culte. On se rend compte à l'heure actuelle que le cinéma, je dirais le cinéma en général avec les séries télé, tout ça, c'est le média prédominant qui prend toute la société. C'est fini le geek dans son coin, ça n'existe plus. Maintenant, c'est la culture actuelle. Et c'est là où les gens se disent, mais attends, tous les objets, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Sauf qu'à l'époque, tous les mecs jetaient ça à la poubelle, ou les techniciens les récupéraient par souvenir, mais jamais dans une idée, un jour que ce soit exposé au musée. Ça paraissait improbable à l'époque. Tu trouvais des œuvres d'aliens à l'époque dans des comic shops à Londres, tu vois. Tu achetais tes BD, tout d'un coup tu voyais un œuf de Giger, tu fais mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça fait là? Et le mec te dit ah ben c'est mon pote qui a travaillé là-bas et tout. Aujourd'hui ça se fait plus. Hein. Et qui a récupéré des trucs qui n'avaient pas été utilisés forcément ou des... Non, maintenant ils stockent tout. Tout est stocké. Ou détruit, malheureusement. Ouais. La maquette, tu vois, c'est un bon exemple. C'est tellement gros que ça part à la benne, quoi. S'il n'y avait pas des musées qui récupéraient, il n'y a aucun sentiment. Ce qui rend tout ça un peu paradoxal en fait, c'est que l'industrie actuelle est coincée quelque part entre d'un côté des productions qui sont toujours plus interchangeables et court-termistes, et de l'autre une idéalisation constante du passé, en agitant à n'en plus finir des hochets de pop culture devant des spectateurs semi-comateux. Voilà, ça c'est le truc que tu connais, hein? T'as renouvelé ton abonnement? Du coup, même aujourd'hui, toutes ces reliques sont ballottées dans un monde qui ne sait pas trop s'il doit les célébrer ou les mettre à mort. Et c'est bien pour ça que ces objets continuent à vivre des parcours improbables, comme la légendaire caméra VistaVision Mitchell qui a atterri ici, au musée de Lyon. C'est fou. La télé arrive dans les foyers américains. Les studios ont peur, se disent bon si les gens peuvent voir des films à la télé, comment nous, les studios de cinéma, on peut les faire venir dans les salles? Et ils inventent les grands formats. Donc Universal crée le cinémascope à partir du 35 mm standard avec une optique qui change. Et Paramount crée la VistaVision. Donc la VistaVision, c'est le 35 mm non pas vertical mais horizontal, donc le format est plus grand. Et donc ils créent avec la société Mitchell, qui fait les caméras, des nouvelles caméras qui n'ont jamais existé. Et donc cette caméra-là, elle est mythique parce que c'est la caméra principale de Vertigo. C'est Hitchcock qui a passé tout son temps avec cette caméra sur le plateau. Elle a servi de caméra B sur les 10 commandements, elle a servi sur Star Wars. Donc ces VistaVision sont complètement iconiques d'une époque du cinéma et c'est sûr qu'elles devraient, pour moi, à mon sens, être chez Paramount Studios et pas chez nous. Quand on dit l'objet, qu'est-ce qu'on veut dire exactement? Forcément, l'esprit se focalise sur l'objet du film. Mais bien sûr, au tournage, plusieurs copies sont créées en cas d'accident ou d'usure. Un peu comme Babe. Il est trop cool, Babe, non? Eh ben, Babe, il a été joué par 48 cochons différents. Voilà. Désolé pour votre enfance. Et oui, je sais, Babe n'est pas un objet, c'est un cochon libre, mais vous voyez l'idée. L'esprit veut à tout prix fusionner le tout en un seul fantasme. Donc, quand on croise le hoverboard, forcément, c'est le hoverboard, le choc original. Mais le hoverboard, c'est une abstraction. Et c'est là que le boulot de détective se complique. Il y en a eu très peu, il y en a eu moins de 10 qui ont été fabriqués, tous plus ou moins différents et tous à la main en fait. T'imagines qu'ils ont imprimé le papier holographique, ils ont découpé des scratchs, ils ont tout découpé à la main. Donc t'as des micro-détails qui diffèrent entre chaque overboard. Et le nôtre était considéré à la vente comme celui du 2. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris l'overboard, on a pris les mêmes focales que dans le film, la même lumière, et on a comparé toutes les aspérités, les reliefs, et il y avait une trentaine de points communs, donc on a pu clairement identifier comme étant celui de la fin de Retour à la Future 3. J'allais dire Robocop 3. Ouais. Je m'appelle Robo, je m'appelle Cop. Nous, on doit être ultra transparent et ultra rigoureux en fait sur la dénomination des objets. Donc ça nous fait aller à Los Angeles. On a un gros réseau au sein des techniciens, des artistes, qui nous permet aussi de recouper les informations. Tu vas voir les studios, tu vas voir les techniciens, tu te dis bon, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qu'il vous reste? Compass.
I need a compass. Avoir affaire à l'objet d'origine. Jusqu'à quel point est-ce que c'est une illusion? Ces objets, tout ce qu'on projette dessus, ils n'existent pas. On en parlait la dernière fois, il y a ce qu'on appelle la théorie philosophique, le bateau de Thésée, tu vois. Donc en gros, t'as le bateau de Thésée, une planche pourrie, tu la remplaces. Tu remplaces petit à petit tout le bateau. Est-ce qu'on peut dire que c'est toujours le bateau de Thésée des centaines d'années plus tard? Comme toutes les pièces de musée, tu vois, que ce soit la Joconde, etc. Il y a plein de mains qui sont passées pour restaurer, pour les sauvegarder. Même sur le tournage, les objets sont restaurés. Je te prends l'exemple de l'armure de Robocop, elle a été repeinte peut-être 50 fois pendant le tournage. Si tu veux, Robotine a fait une armure sur le premier film en résine polyuréthane souple, donc l'armure, tous les soirs, elle craquelait. Les équipes techniques passaient leur soirée en nuit blanche à poncer et à repeindre l'armure. Après, elle est souvent laissée à l'abandon, et nous, on la récupère dans des états plus ou moins variables. Bon, bien sûr, au fil des restaurations, on a quand même une base qui subsiste. Une structure métallique ou en fibre de verre, des pistons, ce genre de choses. Mais au final, qu'importe. La pop culture, elle est tellement forte que c'est celui du film, tu vois. On peut pas imaginer une seconde que le truc il a été détruit en quelques années. Le souvenir. Le souvenir de quelque chose de plus grand qui encapsule un moment de vie. Tout ça pourrait donner une simple activité de nostalgique. T'as des films où t'as des effets spéciaux de dingue et on se souvient pas qu'il y a un monstre, une créature. Dans Las Vegas Parano, par exemple, t'as cette scène du bar avec tous les reptiles et tout. Et c'est un truc que des fois, il y a des gens qui oublient en disant « Ah oui, c'est vrai, il y a des gros monstres en Las Vegas Parano. » Même Batman Begin, le monstre, il est oufissime. Et pourtant, il y a plein de gens qui l'ont oublié, tu vois. Ce travail de mémoire, bien sûr, il est essentiel. Mais surtout, par leur manière d'être conçus, ces objets, en fait, dessinent une histoire des différentes modes et des différentes techniques. C'est un puits de savoir sur la façon dont on fait, et surtout la façon dont on a fait du cinéma. Surprise. Le maquillage FX, notamment, c'en est un très bon exemple. Dans les années 50, 40, 80, on était beaucoup sur la mousse de latex, et arrivé en fin 80, début 90, on est passé sur du silicone, donc ça se rapproche davantage de la chair humaine, et surtout ça traverse le temps. Comment je différencie mousse de latex et silicone? La mousse de latex, c'est la même matière que ton matelas à mémoire de forme. En gros, c'est du latex qui est battu en neige, on rajoute des additifs, ça fait une grosse île flottante, et ensuite tu remplis tes moules avec, tu passes ça au four, et quand tu ressors, tu te retrouves avec une sorte de pâte de champignons, c'est tout mou, et en gros c'est thermorégulant, donc quand tu le fais porter à ton comédien, il peut bouger son visage, ça suit les mouvements. Ce qui est chiant, c'est que du coup ça s'imbibe de la transpiration, ça fait comme une éponge. Tu vois, Evil Dead 2 ou Shape of Water, il était en mousse de latex, son costume. Apparemment le fond aussi. Ouais, l'enfer, c'était plein de transpi. Et à côté, du coup, t'as du gel de silicone. En gros, t'as une transparence que t'as pas avec la mousse de latex. Surtout quand tu fais du maquillage de vieillissement ou quand tu veux grossir un personnage, cette matière-là, elle est géniale. Par exemple, là, on est sur un bras bien chunky. Ouais. Du coup, mousse de latex, ça s'impose. Ouais, parce que c'est très léger la mousse. Alors que le silicone, c'est très très lourd. C'est une matière qui respire pas du tout. Donc là, t'imagines le délire, ça pèserait peut-être le triple de cette matière-là. Tu vas dans un musée d'histoire, tu vas tomber sur une relique égyptienne, tu vas pas te dire « Ah, c'est pas du tout comme je l'avais imaginé » ou là, tu as vu un film comme Gremlins et tu vois le vrai Gremlins et tu te dis « Ah ok, il y a vraiment un fossé entre ce que j'ai vu dans le film, ce que j'ai imaginé à quoi ça ressemblait, ce que je vois en vrai. » Et cette différence, elle est super intéressante. Qu'est-ce que l'artiste va dans le temps imparti créer et ne pas créer pour que ça fonctionne à l'écran, sans aller trop loin, parce que de toute manière, ils n'ont pas le temps, dans les délais de tournage, ils n'ont pas le temps. Et c'est pas du tout le même procédé que si tu faisais un Gremlins pour l'exposer dans un musée. Elle est là, l'ironie. Ce sont précisément les défauts de ces objets qui nous en apprennent le plus. Et ça, niveau restauration, il faut le respecter. Et ça, tu vois, c'est des trucs théoriquement qu'on ne devrait pas voir à l'image. Ouais. Et malheureusement, des fois, on les voit trop et c'est ignoble. La pire, ça reste quand même chapeau melon et bottes de cuir. Bottes de cuir, elle a pris un coup dans la tête.
Autre exemple, la poupée moche, disons-le, de Kurt Russell pour Stargate. Vache, moche parce que conçue pour être filmée de très loin, tout simplement. Sauf que le Kurt, il est jamais fringué comme ça dans le film. Donc notre hypothèse, c'est qu'ils ont fait la poupée pour une raison quelconque, en pré-prod, vache, qu'ils l'avaient sous la main et qu'ils l'ont utilisée pour cette scène où James Spader se fait traîner dans le sable. Parce que si on regarde bien de loin, on peut voir quelque chose qui ressemble à une coupe en brosse, là. Et du coup, on a peut-être Kurt Russell qui regarde Kurt Russell disparaître derrière une dune. Ça va ma poule? Moi, props préférée, j'ai l'homme bicentenaire, la tête de l'homme bicentenaire que j'aime beaucoup. It's huge. Mais surtout la petite sculpture, la pré-maquette de la planète des singes de Rick Baker, qu'on voit quasiment à l'entrée du musée. Et voilà, j'aime bien vraiment ce point de départ. On part d'une petite figurine pour après engendrer plein de monstres dans un film, et je trouve ça vraiment génial. Ouais, et pourquoi la tête de l'homme bicentenaire en particulier? Avec mon père, c'est un objet qu'on aime beaucoup. Et quand j'étais petit, en 99, que j'avais vu le film, j'étais donc tombé amoureux du design. Je pense que là, c'est un rapport à l'enfance, tu vois. C'est un des premiers robots, monstres que j'ai vus. Et du coup, ça m'avait gravement marqué. Et aussi, voilà, il y a un côté un peu familial, c'est l'objet qu'avec mon père on aime. Du coup, des fois, c'est pas les films les plus cultes, tu vois, qui te marquent. Et vous? C'est quoi l'objet de cinéma qui vous raconte le mieux? Si tu veux, au musée, il faut bien imaginer qu'on est partagé entre ce qui va plaire au musée et ce qui me plaît moi personnellement. Et puis ce qui plaît à mes équipes. Ça serait le musée Event Horizon, voilà. Ne faites pas ça.